conséquences de l'arrivée d'étrangers sur l'économie d'un pays? Gérard-François Dumont. D'abord, par étranger, le mot est au pluriel. Donc tout dépend le type d'étranger qui arrive dans un pays et tout dépend aussi de la situation économique du pays. On parle des migrants. On parle des migrants, oui. Mais parmi les migrants qui arrivent en Europe chaque année, il y en a certains qui ont des qualifications, d'autres qui n'en ont pas. Il y a certains qui viennent dans le cadre des migrations entrepreneuriales, donc qui en fait sont nommés en France pour travailler dans une entreprise. Et puis il y en a d'autres qui viennent de façon illégale. Donc il est absolument impossible de généraliser parce qu'il y a une autre donnée qu'il faut prendre en considération, c'est la population active. Si je considère l'Allemagne, sa population active diminue. Donc l'Allemagne... Non mais le fait que des migrants sans aucune formation arrivent et bien souvent aient beaucoup de mal à décrocher un emploi, est-ce que ça peut avoir un effet ou est-ce que c'est totalement neutre? C'est ça la question. Oui, mais d'un autre côté, il faut préciser que dans des pays, dans tous les pays d'ailleurs, mais notamment en France, nous avons un certain nombre de nationaux qui ont une faible appétence pour le travail ou une faible appétence pour certains travaux. Ce que vous voulez dire, et donc les chefs de travailler au noir, dans des cuisines, dans des bas-fonds, etc. Donc les chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre sont parfois très contents de trouver des migrants qui peuvent mettre au travail. Non déclarés. Voilà. Non déclarés dans un certain nombre de cas, malgré des mesures qui ont été prises pour obliger cette déclaration. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de réponse générale à cette... Ça alimente le travail au noir, c'est pas fantastique non plus vis-à-vis des autres entreprises qui payent leurs charges et qui déclarent tout correctement. Sauf que l'un des éléments très importants, c'est la possibilité de régularisation par le travail. C'est-à-dire le fait, effectivement, qu'un chef d'entreprise déclare qu'il a quelqu'un d'irrégulier, qu'il est prêt à ce qu'il soit régularisé, et au moment de la régularisation, là, on entre dans le système où, en fait, la personne va être officiellement salariée, ce qui va donner lieu à des cotisations sociales, et ce qui va donner lieu pour la personne à éventuellement des impôts. Donc, je suis désolé de dire, mais il n'y a pas de réponse générale à cette question. Mais quel est le circuit type d'un migrant? Il arrive, où est-ce qui le loge, qui le nourrit, est-ce qu'il va travailler? C'est très important votre question. Le circuit type d'un migrant en Europe, c'est le regroupement familial. C'est le premier circuit d'entrée en Europe. Ce sont des personnes qui viennent en Europe parce qu'il y a déjà quelqu'un présent en Europe qui a demandé que son conjoint... Tous l'Érythréen qui fuit, qui part qui quitte l'Érythrée, il a toujours... Non, mais ça, je dis, c'est le flux premier. Le flux premier d'entrée en Europe, c'est le regroupement familial. Il faut insister sur ce point parce qu'on l'oublie compte tenu de ce que nous voyons. Là, on parlait des migrants sur les bateaux. Concernant les Érythréens, il y a déjà une importante diaspora érythréenne en Europe. Et d'ailleurs, il faut préciser que le coût que paient les migrants aux passeurs, c'est souvent la diaspora qui les a aidés à financer une partie du coût de passage. C'est ce qui montre bien, si vous voulez, que ces migrants, ce ne sont pas des individus, mais ce sont des personnes qui sont dans un réseau d'entraide, quelle que soit la difficulté de leur migration. Ils se sont mobilisés à 3 ou 4 Non, plus. La question, elle est très claire. La question du téléspectateur, elle est assez claire. Il cherche à savoir, beaucoup de nos concitoyens d'ailleurs se posent la même question. Est-ce que les migrants pèsent sur l'économie? Il faut commencer par dire... Est-ce qu'ils apportent ou est-ce qu'ils sont en situation de parasite? D'accord. Alors, donc il faut commencer par dire que 80% des migrants dont on parle depuis ces derniers jours, depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois, ne sont pas des migrants économiques, mais des migrants qui peuvent bénéficier de l'asile. Mais on peut parler des migrants économiques. Je pense qu'il faut dire aussi qu'il vaut mieux rentrer dans un pays de la manière la plus légale. Mais il est des secteurs dans notre pays, notamment le bâtiment, la restauration, qui utilisent de la main-d'œuvre entre guillemets illégale parce que nos concitoyens, parce que les Français ne veulent pas faire certaines tâches et qu'ils en ont promotion. Je vous ai dit travail illégal en disant c'est fantastique. Pas la promotion, mais la question qui est posée, elle est extrêmement claire. C'est de l'économie. Je vous redis, il vaut mieux rentrer dans un pays de manière légale. Et je vous dis que ce sont certains chefs d'entreprise français qui utilisent cette main-d'œuvre-là et que ça a un impact économique. Positif, donc. Il faut leur demander. S'ils le font, c'est que pour eux, ça a un impact économique. Vous me demandez d'expliquer. J'explique. Non, mais surtout que dans cette main-d'œuvre illégale, il y a des personnes qui sont entrées légalement en Europe,
avec un visa et que le visa expiré, ils restent en Europe. Donc ils sont bien entrés légalement, mais ils deviennent illégaux quand, par exemple, leur visa de tourisme ou leur visa de travail ou leur visa lié à des études est terminé. Mais je pense aussi qu'il faut aussi arrêter de faire des comptes d'apothicaire sur qu'est-ce qu'un tel, combien il coûte, combien il représente. Il faut quand même avoir une vision. Non, mais il faut quand même. Quand on est devant sa télévision qu'on voit ça, oui, on se dit, il va arriver à côté de chez. Oui. Mais c'est aussi la responsabilité des hommes politiques, comme sans doute des journalistes, d'expliquer qu'on ne peut pas faire des comptes d'apothicaire parce que c'est un ensemble, c'est des relations globales. Je veux dire, quand le président François Hollande dit l'Afrique, c'est l'avenir de notre économie, c'est des relations globales avec des gens qui sont formés, qui reviennent, nos entreprises ont besoin à un moment donné d'Africains formés pour retourner en Afrique. C'est des échanges. Si on fait des comptes d'apothicaires, là on est en train de mobiliser un certain nombre de pays africains pour la grande réunion sur le climat à la fin de l'année. Sans l'Afrique, la France n'est rien au niveau des Nations Unies. Si on ne faut pas faire des comptes d'apothicaires sur tel et tels Africains, les relations et les gens qui arrivent, que ce soit les Érythréens et autres, à chaque fois, c'est des situations vraiment particulières avec des solidarités familiales africaines et il faut quand même avoir une sorte de grand angle et de voir que les problèmes de l'immigration... Grand angle, quelle est la destinée de ces centaines de milliers de migrants qui débarquent sur les côtes italiennes? Où vont-ils aller? Que vont-ils devenir? Est-ce qu'ils vont s'insérer, etc. Est-ce qu'on a une idée? Je voudrais revenir quand même sur votre question précédente, parce qu'on a écouté un reportage sur le Royaume-Uni. Alors un peu d'anglophobie ne fera de mal à personne. Bien sûr que l'économie, ceci. Mais enfin, quel est le pays qui aujourd'hui délivre le plus de permis de résidence en Europe? C'est la Grande-Bretagne. Il y a à peu près 2,4 millions permis qui sont délivrés dans l'Union européenne, 700 000 pour le Royaume-Uni. Mais on parle pas là-dedans de Français, d'Européens, non? Non. Permis à des ressortissants d'États tiers. Mais une immense majorité déjà pour faire des études. Oui. Une très grande... oui, voilà. Londres est la 7e ville française, je crois. Mais indépendamment de ça, les Hindous, les Chinois... Le Commonwealth, ils sont toujours dans le Commonwealth. C'est effectivement très très facile de dire et d'entendre ce qu'on en a entendu tout à l'heure. Mais quand on regarde la réalité des chiffres qui est derrière, elle ne correspond pas au discours politique. Et d'ailleurs, le discours politique, il a quand même modérément convaincu les électeurs britanniques. Si je ne me trompe, M. Farage, il n'a pas été élu. Si je vous comprends bien, il n'y a aucun problème d'immigration clandestine et on pourrait même... Non, écoutez, si. Alors quels sont-ils alors ces problèmes? Vous ne pouvez pas mettre dans le même sac un banquier américain qui vient à la City et un malheureux qui arrive du fond de l'Érythrée. C'est ce que je vous pose depuis le début. Et non, c'est la même catégorie, ça s'appelle migrant. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la montée du sentiment anti-immigration au Royaume-Uni n'est pas liée à des immigrants illégaux, mais à des immigrants légaux. Et à des plombiers polonais. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, le Royaume-Uni a joué le jeu et a dit, puisqu'il y a 10 nouveaux pays qui entrent dans l'Union européenne, tout de suite, je donne la liberté de circulation à l'ensemble des ressortissants de ce pays. La plupart des pays de l'Union européenne, dont la France, nous n'avons pas joué le jeu. Et nous avons refusé d'ouvrir tout de suite nos frontières. Le plombier polonais. Oui, c'est le plombier polonais, pendant 7 ans, grosso modo. Et donc, le résultat, c'est que le Royaume-Uni a reçu un nombre considérable d'Européens, d'Europe centrale et d'Europe orientale, et que les autres... là, pardon, mais on s'éloigne un tout petit peu du sujet, qui est le sujet d'aujourd'hui, il y a, et ça s'accélère, des centaines de milliers de migrants qui débarquent sur les côtes italiennes, et on sait qu'on ne va pas les renvoyer chez eux, donc on se demande quelle est leur destinée. Voilà. Oui, se connaissaient les uns les autres. Alors dites-moi, donc Manu Militari, on va les renvoyer en Érythrée, au Soudan, etc. Non, mais c'est bien là qu'est la différence au sein des migrants. Il y a des migrants et il y a des demandeurs d'asile. Les migrants, vous les renvoyez chez eux. Les demandeurs d'asile, vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux. Alors si vous ne pouvez pas les renvoyer comme ils demandent tous, si vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux, soit vous les gardez chez vous, soit vous les gardez dans un autre État membre de l'Union européenne, soit vous trouvez un pays tiers qui va accepter de les garder, qui si ça se trouve sera pas très loin du pays qu'ils ont quitté, et l'Union européenne payera pour essayer de réinstaller dans des pays voisins ces demandeurs de protection. C'est très exactement ce qui va se passer avec le Mali et le Niger, et c'est ce qu'a annoncé le président de la Commission le 13 mai.